Que de chemins parcourus depuis ces temps immémoriaux où les hommes pensaient que la lumière était instantanée, qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Aux alentours de 1850, tout le monde sait désormais que la lumière a une vitesse de propagation finie. Une vitesse très élevée d'ailleurs, puisqu'elle tourne autour de 300 000 km par seconde. Deux méthodes ont été mises au point pour la calculer. La méthode dite de la roue dentée, conçue par Hippolyte Fizeau, et celle du miroir tournant, plus précise, mise au point quelques années plus tard par Léon Foucault. Pour autant, même si la marge d'incertitude se réduit, elle existe toujours, et c'est bien dommage, car je vous rappelle qu'à l'époque, les scientifiques cherchent à déterminer avec précision la distance Terre-Soleil. Et ils ont plusieurs solutions pour déterminer cette distance. L'une d'elles consiste à utiliser la vitesse de la lumière. En effet, depuis James Bradley, on sait combien de temps met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil. 8 minutes et 12 secondes. Si on savait précisément à quelle vitesse se déplace la lumière, eh bien, on en déduirait facilement quelle distance elle parcourt pendant ces 8 minutes et 12 secondes. Et ainsi, on connaîtrait la distance Terre-Soleil. Les astronomes pensent qu'enfin, ils vont pouvoir déterminer cette distance avec précision. En effet, en 1874, le Soleil, Vénus et la Terre doivent s'aligner. En suivant la tâche de Vénus sur le Soleil et en effectuant des mesures en différents points sur la planète, ils peuvent, par calcul, déterminer cette distance. Urbain Le Verrier, qui dirige l'Observatoire de Paris, n'est qu'à moitié satisfait. En effet, il regrette que l'on soit ainsi tributaire de la course des planètes pour déterminer cette distance. Il préférerait 100 fois que l'on puisse faire cette mesure sur Terre, à tout moment. Et pour cause, le Soleil, Vénus et la Terre ne sont que très rarement alignés. Certaines personnes ne pourront même jamais observer un tel alignement au cours de leur existence. Il ne faut donc pas se tromper. Pour déterminer la distance Terre-Soleil, Le Verrier préfère utiliser la vitesse de la lumière. Et puisque celle-ci manque de précision, eh bien, il demande à un jeune physicien, Alfred Cornu, de se lancer dans une nouvelle campagne de mesure. Alfred Cornu a le choix entre la roue dentée et le miroir tournant. Il doute du miroir tournant. En effet, il juge que le déplacement du miroir pendant le trajet de la lumière n'est pas suffisamment important pour que sa mesure soit fiable. Or, c'est justement ce déplacement qui, selon cette méthode, permet de déterminer la vitesse de la lumière. Il choisit donc la méthode de la roue dentée. Pour être parfaitement honnête, sachez aussi que Cornu a été formé par Fizeau, le père de la roue dentée. Cornu ne fonce pas tête baissée, si j'ose dire. Il est également conscient des limites de cette méthode. Je vous rappelle le principe. La lumière, qui part d'un point, est réfléchie par un miroir et revient au point de départ. Sur le chemin, elle croise une roue dentée. Quand le système est au repos, la lumière passe à l'aller et au retour entre deux dents. Quand la roue tourne, à partir d'une certaine vitesse, la lumière qui passe entre deux dents à l'aller bute contre une de ces dents au retour. C'est grâce à cette vitesse de rotation de la roue dentée que Fizeau a estimé la vitesse de propagation de la lumière. Pour que la lumière rencontre la dent sur son trajet retour, Fizeau a dû faire tourner la roue à 12,6 tours par seconde. Il atteint cette vitesse à tâtons, passant parfois à côté, et quand il y parvient, il a beaucoup de difficultés à la maintenir constante, cette vitesse. Il doit reprendre l'expérience à maintes reprises pour repérer la vitesse de 12,6 tours par seconde. Du coup, il ne réalise qu'une vingtaine de mesures. Après un premier essai infructueux en 1871, Cornu va améliorer son dispositif expérimental. Pour cela, il utilise une machine qui tourne très vite. Sa vitesse de rotation peut atteindre 1600 tours par seconde. De plus, cette machine est équipée, c'est important, d'un mécanisme qui enregistre continuellement la vitesse de rotation de la roue dentée et le moment où la lumière vient buter contre une dent et disparaît dans l'oculaire de l'observateur. Ainsi, il n'est plus besoin de maintenir constante la vitesse de la roue, car l'obturation de la lumière peut se produire pour
différentes donc pour différentes vitesses de rotation. À chaque fois que la lumière disparaît, Cornu appuie sur une clé électrique reliée à la machine qui enregistre ce moment et la valeur de la vitesse correspondante. Cornu installe cette machine dans une mansarde de l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève, à Paris, tandis que le miroir réflecteur, lui, est installé à 10 310 mètres de là, sur le mont Valérien. Là où Fizeau n'avait fait que quelques dizaines d'essais, Cornu, lui, effectue plus de 1000 observations. La moyenne de ces mesures donne une valeur de 298 500 km par seconde. Cornu est le premier surpris par ce résultat. Alors qu'il trouvait suspecte la méthode de Foucault et son miroir tournant, il obtient une valeur quasi identique à ce dernier. Les méthodes de la roue dentée et du miroir tournant sont réconciliées. Mais la précision est encore insuffisante. Encouragé par Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris, Cornu va allonger la distance de l'aller-retour effectué par la lumière pour diminuer l'imprécision. En 1874, il installe sa machine à l'Observatoire de Paris et pointe à 23 km au sud la tour médiévale de Montlhéry. Après son départ, la lumière parcourt 46 km avant de revenir à l'Observatoire. Chaque soir, Cornu se rend à l'observatoire. Il passe des nuits entières à lancer des mesures, attendant des conditions de pureté de l'air et de calme exceptionnelles. À force de patience, il finit par accumuler plus de 500 mesures, obtenant une valeur de la vitesse de la lumière de 300 400 km par seconde, avec une incertitude de 300 km par seconde. Cette méthode sera utilisée pendant de nombreuses années. Elle fournira un dernier résultat en 1902, 299 880 km par seconde, avec une incertitude de 84 km par seconde. Quel progrès! Entre-temps, cependant, les Français auront perdu le monopole des mesures de la vitesse de la lumière. En 1878, un jeune Américain de 25 ans, Albert Michelson, bien décidé à fournir une mesure encore plus précise que celle de Cornu, va perfectionner la méthode du miroir tournant mise au point par Léon Foucault. Ce sont toujours les mêmes fondamentaux. Comme ses prédécesseurs, Michelson va mesurer la vitesse de la lumière sur un parcours aller-retour. Mais là où Foucault lui faisait parcourir 40,4 mètres, l'Américain va mesurer la vitesse de la lumière sur une distance de 70,8 km. Le dispositif est le suivant. Une source envoie la lumière sur une face d'un prisme à 8 côtés. La lumière est réfléchie et par un jeu de miroirs dirigé sur une face opposée du prisme. Elle s'y réfléchit et après avoir parcouru 70,8 km depuis le départ, elle atteint l'observateur. Pour le moment, le prisme est au repos. Faisons-le tourner maintenant. Quand la lumière arrive en bout de course, la face du prisme sur laquelle elle se réfléchit a légèrement tourné. Du coup, la lumière n'est plus réfléchie vers l'oculaire. L'observateur ne voit plus rien. En fait, pour que l'observateur voie la lumière, il faut que le prisme fasse un 1/8 de tour pendant le trajet de la lumière. Autrement dit, quand la lumière parcourt 70,8 km, le prisme, lui, doit faire un 1/8 de tour. De cette manière, la lumière qui revient vers le prisme se réfléchit sur une face qui la renvoie pile dans l'axe de l'oculaire. Michelson calcule que le phénomène se produit quand le prisme tourne à 528 tours par seconde. Autrement dit, le prisme fait un 1/8 de tour en 237 millionièmes de seconde, comme c'est également le temps que met la lumière pour faire 70,8 km, Michelson en déduit que la lumière se propage à 299 796 km par seconde avec une incertitude de 4 km par seconde. Cette valeur va devenir une référence pour les scientifiques pendant plusieurs dizaines d'années. Avec le temps, d'autres scientifiques vont mettre au point de nouvelles méthodes pour en affiner encore la mesure. Mais ça, c'est une autre histoire.